à toutes et à tous. Merci de nous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire spécial cyberassurance. Aurélia Chek, enchantée, j'accompagne OKE et Cybercover sur le volet commercial principalement. Et je dois qu'avec ce webinaire c'est plutôt hâtique avec l'actualité, étant donné que Bercy, il y a plusieurs jours, a dit oui à l'indemnisation des cyber-rançons. Alors, on va pas lancer le débat tout de suite. Je vous propose déjà de laisser la main à nos deux intervenants pour se présenter brièvement, ainsi que leurs activités. Et après, on pourra rentrer dans le vif du sujet et avec certaines questions-réponses et vos questions à la fin. Je vais également vous mettre dans le chat, donc il n'y a pas que l'IT qui travaille sur une logique d'amélioration continue, donc c'est un peu pour avoir vos retours, vos suggestions suite à ce webinaire. Et voilà, n'ayez pas peur, ce n'est pas une fausse campagne de phishing et merci pour votre participation. Jean-Marc, je te laisse la main. Merci Aurélia. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci aux personnes qui nous ont rejoints ou ceux qui auront aussi la possibilité de visionner à l'issue de ce webinaire, donc cette vidéo. Merci et bonjour aussi à Marc-Henri de nous rejoindre donc, pour ce webinaire. Donc, ça va permettre d'avoir comme ça le point de vue de deux acteurs qui travaillent régulièrement dans le domaine de la cybersécurité. Il n'y a pas que des spécialistes dans ce domaine qui travaillent sur le domaine IT, vous le savez aujourd'hui. Donc, la cyberassurance est aussi une partie prenante. Donc, quelques mots sur OKE, donc éditeur d'une solution donc, de gestion de crise cyber. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est des spécificités qui, au travers de nos solutions, vont vous permettre de vous entraîner, vous outiller et réagir efficacement donc, face à une crise cyber et en mode collaboratif. C'est-à-dire qu'on va vous permettre, à travers une solution qui est externalisée par rapport à votre système d'information, de pouvoir vous entraîner en mode serious game, mais de gérer une vraie crise cyber. D'ailleurs, on répond pour cela aux prescriptions donc, de l'ANSSI, qui nécessite de mettre en place une organisation et un certain nombre d'éléments, dont une solution comme la nôtre aussi, pour gérer des crises cyber. Donc, je vous précisais aussi, on est en mode privatif sur les environnements qui sont souverains, HDS, donc hébergeur de données de santé, ou Secnum Cloud. Nous avons aujourd'hui comme clients donc, des acteurs qui sont dans les domaines aussi diversifiés que la santé ou la finance, puisque nous travaillons avec des hôpitaux, un ministère régalien, le groupe Apicil, qui est un acteur de la protection sociale, et des acteurs qui sont aussi, pas uniquement que des grands groupes, puisqu'on a aussi des ETI et des PME. Je vais me présenter à mon tour. Bonjour tout le monde. Marc-Henri Boidron, je suis le fondateur de Cybercover, un cabinet de courtage qui a été créé en 2018. À l'époque, on ne parlait pas autant de cyberattaque et de cyberassurance qu'aujourd'hui. On est un des premiers cabinets de courtage en France spécialisés sur le risque cyber. Ça représente plus de 95% de notre activité. Et en tant que courtier en assurance, ce qui est important, c'est une indépendance vis-à-vis des compagnies d'assurance. On travaille avec les principaux acteurs du marché. Et je crois que ce soir, on a quelques compagnies présentes parmi nous. Qu'est-ce qui va caractériser un courtier spécialisé en cyberassurance comme Cybercover? C'est d'une part une connaissance du risque numérique et une connaissance des principaux contrats de cyberassurance. Nos principaux interlocuteurs, ce sont les DSI et les RSSI, plus que des directeurs financiers ou DG. Notre approche, elle est assez simple. On va faire un diagnostic de la gouvernance. On va auditer techniquement à l'aide d'outils. On va réaliser un audit de surface qui nous permet d'avoir une vision un petit peu de l'organisation. Et après de nombreux échanges avec les équipes informatiques, on va avoir une bonne compréhension, on va dire, de votre exposition, de votre risque. Et on va être capable après de travailler de vous accompagner sur une mise en conformité assurantielle avant de présenter votre dossier à nos compagnies d'assurance partenaires. Donc, en fait, on fait tout ce travail d'accompagnement, de préparation avant de jouer notre rôle de courtier. Une fois qu'on a mis ça en place, on a donc pour nos assurés, bien évidemment, un courtier a pour mission de faire de la prévention des risques. Et donc, on a toute une plateforme de prévention de risques à disposition de nos assurés pour les accompagner. Voilà schématiquement qui sont nos clients. TPE, PME, plutôt des PME, on va dire, au-delà de 10 millions d'euros, avec un cœur d'activité au-delà de 100 millions. Donc, on va parler plutôt du mid-market. Et nos plus gros clients font près d'1 milliard.
On travaille aussi bien avec le secteur public que le secteur privé. Alors, pour répondre à la question, je crois que d'Aurélia, c'est cela? Marc-Henri, oui, mais justement, on parle beaucoup, de plus en plus, je dirais, aussi d'assurance, de cyberassurance, aussi de cybersécurité. Justement, ma question, c'est pourquoi, dans un premier temps, et la deuxième, j'aimerais avoir votre avis aussi à tous les deux, sans langue de bois, si possible, côté assureur et côté également spécialiste cyber, sur l'actualité récente, et justement l'indemnisation des cyber-rançons, à la seule condition qu'une plainte soit déposée dans les 48 heures suivantes, il me semble. Alors, je vais peut-être déjà répondre sur la première partie de la question qui est sur, on va dire, l'environnement qui est effectivement de plus en plus menaçant. Donc ça, c'est des chiffres qu'on peut trouver un peu partout. On est sur une augmentation des risques des cyberattaques de plus de 40% en 2021. On sait tous maintenant que les cyberattaques vont toucher les entreprises de toute taille et que personne n'est épargné, avec des impacts sinistres qui sont de plus en plus lourds. Le risque cyber est devenu pour les chefs d'entreprise le premier risque, et ça, c'est le baromètre Allianz qui le dit depuis maintenant près de 3 ans. L'explication, elle est simple et elle s'explique principalement par la numérisation de nos entreprises, par la digitalisation, par la mise en place forcée du télétravail avec la crise sanitaire, qui font qu'on est arrivé à des systèmes d'information de plus en plus interconnectés et avec dans le même temps, on va dire, une prise de conscience tardive des enjeux de cybersécurité aux nouvelles organisations. Donc pas assez d'investissement en termes de cybersécurité. Donc tout ça explique déjà une partie. Et puis l'autre partie, je vais laisser Jean-Marc l'expliquer, sur la partie humaine, parce que c'est le spécialiste de l'humain. Oui, donc moi, je vais. Alors, bien entendu, on a toujours un des vecteurs qui existe toujours, c'est les vulnérabilités techniques. Et beaucoup de solutions sont mises en place aujourd'hui pour à la fois identifier au plus vite ces vulnérabilités techniques, de pouvoir les tracer, y répondre, bien entendu. Donc, je vous invite à regarder. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, hormis ces vulnérabilités techniques, il y a le facteur humain aujourd'hui qui est énormément exploité, notamment dans le cadre d'attaques. Alors, vous connaissez les attaques par hameçonnage qui aujourd'hui se développent, sont de plus en plus élaborées. Il n'y a pas uniquement le mail avec des fautes d'orthographe aujourd'hui qui est adressé à différentes cibles. On va de plus en plus sur des actions qui sont réellement très ciblées, où il y a une bonne connaissance de l'organisation, et même, j'allais dire, avec des vecteurs qui utilisent pas uniquement que le mail. On peut aller sur des visioconférences, des appels téléphoniques qui lient aujourd'hui. Et on voit bien aujourd'hui la progression donc, de ce type d'attaque qui se développe. Alors, bien entendu, il y a des outils qui permettent d'arrêter certains types d'attaques, mais on continue à voir des attaques nouvelles qui vont de plus en plus adresser donc, le facteur humain. Donc ça, c'est le premier point. Alors, il y a aussi un autre facteur humain aussi, c'est la criminalité, et notamment la cybercriminalité. Aujourd'hui, je reprends les propos qui ont été donnés par les autorités, mais aussi par toutes les organisations qui travaillent sur ce sujet. Aujourd'hui, il y a une professionnalisation de la cybercriminalité, donc c'est enfoncer une porte ouverte que d'en parler. Il y a aussi aujourd'hui une grosse difficulté de répression, et c'est pour ça qu'on va parler notamment des projets qui sont en cours, notamment sur le paiement des rançons, mais il y a cette difficulté de répression qui est quand même aujourd'hui comment aller poursuivre, comment aller identifier les cibles en particulier d'actions, donc de criminalité. Donc, et ça, aujourd'hui, c'est une difficulté d'aller poursuivre directement les contrevenants, puisque la cybercriminalité, c'est aussi comment aujourd'hui on s'attaque à ce vecteur-là. Alors, pour répondre à la question oui, vas-y. d'Aurélia et échanger un petit peu avec Jean-Marc, déjà, avant toute chose, ce projet de loi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, il apporte en fait une clarification sur quelque chose aujourd'hui qui n'est pas interdit en France, qui est le paiement des rançons, et d'apporter, on va dire, un cadre qui permet de clarifier une situation qui aujourd'hui était imprécise. Il faut savoir que le paiement des rançons est interdit nulle part dans le monde. Et par rapport à ce projet, j'ai pu voir sur pas mal d'échanges sur les réseaux sociaux, etc., une opposition forte entre, on va dire, acteurs de la cybersécurité, RSSI, DSI, qui sont aujourd'hui nos partenaires au quotidien, et monde de la cyberassurance. Je pense que ce qui est important de se dire, c'est que il n'y aura pas de cyberassurance sans cybersécurité, et inversement, je pense qu'il y aura davantage de cybersécurité dans les entreprises, dans les organisations, parce qu'il y aura de plus en plus de cyberassurance. Et ça a été le fondement même de Cybercover depuis le début, et je pense que, en tout cas, l'histoire nous donne raison. Après, sur
La raison, elle est simple, c'est qu'il convenait d'encadrer, on va dire, ce paiement des rançons à travers un dépôt de plainte. À partir du moment où il y a dépôt de plainte, on peut quantifier, tracer, remonter les filières, faire de la répression et avoir, on va dire, un état des lieux beaucoup plus précis. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en clarifiant cette position, on donne la possibilité, même si on sait tous que le paiement des rançons doit se faire en dernier recours, et encore une fois, c'est vraiment utilisé vraiment en dernier recours quand il n'y a pas d'autre solution, notamment en termes de restauration des systèmes d'information. Le fait de clarifier cette position va permettre en fait d'éviter de transférer le paiement des rançons qui aujourd'hui était supporté par chef d'entreprise par éventuellement des cyberassureurs. Voilà en tous les cas, moi, les arguments que je pourrais dire qui montrent qu'il faut aujourd'hui pas essayer d'opposer l'un par rapport à l'autre, mais que simplement, en tout cas, une volonté de clarifier les choses, d'encadrer pour plus de cybersécurité dans les entreprises au final. Oui, moi je rejoins Marc-Henri sur le sujet, notamment sur il faut aujourd'hui tous se mobiliser pour encourager une meilleure cyberhygiène, une prévention des risques au sein des organisations. Ça, on est tous convaincus sur l'intérêt de le faire. Hein. Personne n'est convaincu sur le problème va être résolu parce que derrière, on paiera des rançons et ce n'est pas la première des solutions à mettre en œuvre, notamment par rapport à une attaque. Donc, on est tous convaincus sur réellement l'intérêt de mettre en place de la cyberhygiène et de pousser les organisations à le mettre en place. C'est vrai que, je reviens sur un point, on a tendance à penser la cybersécurité comme un processus. On fait de la prévention, on fait de la détection, on fait de la réaction. Et ce qui nous manque, et c'est vrai que derrière ce qui nous a fait tous réagir, spécialistes de la cybersécurité, c'est qu'on a du mal à voir aujourd'hui comment on arrive à avoir cette capacité au juridique à poursuivre en justice les coupables. Et aujourd'hui, penser que derrière le problème va être résolu parce qu'on va noter, on va avoir un tableau de bord d'agressions, d'attaques qui ont été faites par rapport aux entreprises, oui, mais c'est quoi la suite, quoi? C'est aujourd'hui, et en plus, d'identifier les attaques pour les prévenir, oui, est-ce qu'on aura les moyens de pouvoir identifier tous les variants, hein? Un ransomware, c'est un virus. Si on donne les moyens de créer des variants, comment derrière on aura les moyens de pouvoir analyser toutes les souches qui seront présentes dans l'environnement technique. Voilà. Donc la question se pose par la suite. Quels sont les moyens qu'on va affecter aux forces de l'ordre? Quels sont les moyens qu'on va affecter au niveau de la justice pour poursuivre les coupables en justice? Merci Jean-Marc merci. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet côté assurance. Marc-Henri, j'ai une première question pour toi, effectivement. Est-ce que l'assurance, la cyberassurance, l'assurance cyber, c'est vraiment utile? Alors, c'est compliqué pour moi de dire que c'est pas utile parce qu'effectivement, c'est ce qui me fait vivre. Et je dirais ça va au-delà de ça. J'ai préparé un petit slide pour vous, un écran qui vous montre, je sais pas si on le voit, sur en gros les impacts financiers, les conséquences financières, d'une cyberattaque au sein d'une organisation. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a des coûts visibles et des coûts moins visibles. Dans les coûts visibles, bien évidemment, à partir du moment où une organisation se fait attaquer, elle va devoir faire face à des frais d'investigation, de monitoring, d'analyse forensique pour essayer de comprendre, on va dire, l'origine de la crise, en fonction de l'attaque. En fonction de cela, il va falloir restaurer le système d'information, ce qui pose la question de la qualité des sauvegardes. Donc là, on va parler de sauvegardes déconnectées qui seront testées pour pouvoir permettre un redémarrage plus rapide. Ça va impliquer des questions liées à il y a des failles, et ben, du coup, il va falloir renforcer le système d'information de l'entreprise. Et il y a bien évidemment une problématique après de communication, de gestion de crise à partir du moment où l'organisation est attaquée. L'autre côté, l'autre volet, il y a le RGPD, il y a potentiellement la mise en cause de tiers consécutivement à la violation de données personnelles ou même à l'intrusion de l'information donc de l'organisation. Et donc, il va y avoir tout un volet juridique, toute une problématique de frais de mise en conformité, problématique de notification, donc tous les coûts de notification liés au RGPD en cas de violation de données personnelles, et éventuellement la problématique de négociation et paiement de rançon, encore une forme de ultime recours. Ça, c'est ce qui est visible et spontanément, les entreprises, on va dire, perçoivent bien ces impacts. Côté, on va dire face cachée un peu de l'iceberg, moins visible, toute la partie dysfonctionnement des services, je sais que Jean-Marc reviendra dessus, mais qui est un point très important et qu'il ne faut pas négliger. Problématique de perte de chiffre d'affaires, perte de marge brute. Une entreprise qui a son système d'information qui est attaqué, qui est arrêté, ou qui ne peut plus communiquer parce qu'aujourd'hui, par précaution, elle a tout coupé, tous ses accès Internet, et ben, ça peut entraîner des pertes de marge brute très importantes. Frais supplémentaires d'exploitation, on entend, on va dire, tout ce qui est frais annexes
qui seront en fait déployés pour pouvoir permettre un redémarrage plus rapide du système d'information. Après, le point très important, à partir du moment où on est interconnecté avec des tiers, le fait que votre système d'information se fasse attaquer, et donc une atteinte au système d'information, peut créer en fait un préjudice à des tiers et les tiers vont vous mettre en cause. Donc, il faut savoir que les contrats d'assurance aujourd'hui traditionnels, RC, dommages, ont sorti toutes les clauses cyber, toutes les couvertures cyber de leurs contrats. On parle de silent cover, donc il y a quelques contrats qui ont encore des petits niveaux de couverture. Mais globalement, il faut savoir que les entreprises ne sont pas couvertes contre cette mise en cause par des tiers. Et donc, c'est très important là-dessus et ça peut avoir des impacts financiers très lourds. Après, bien évidemment, il y a tout ce qui est perte de propriété intellectuelle, perte de clients parce que les clients perdent confiance en vous. Ça peut être éventuellement la nouvelle dette parce qu'il va falloir financer, on va dire, tous ces coûts, financer la perte de chiffre d'affaires, financer le renforcement de la cybersécurité, financer tous les coûts de restauration. Et enfin, une perte de valeur pour l'entreprise ou l'organisation ou une perte d'image. Voilà. Juste un chiffre, l'Amrae, sur un profil d'entreprise type ETI, on est sur un coût moyen sinistre estimé à 600 000 euros. Ça, c'est l'estimation moyenne sur 2021. Et effectivement, Valérie, en commentaire, nous dit quelque chose de plutôt vrai. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une franchise dans les cyberassurances, donc un vrai calcul de ROI. Merci Marc-Henri. Alors, je te laisse peut-être enchaîner sur les principales. Donc, du coup, j'ai vu effectivement quels sont les risques qui sont couverts par l'assurance. Donc, les risques couverts, le fait générateur, c'est une atteinte au système d'information ou une violation des données personnelles. Bien. Qu'est-ce que va couvrir? Il y a 3 volets principalement qu'on va retrouver dans un contrat de cyberassurance et quels que soient les contrats du marché, vous trouverez toujours les mêmes garanties. C'est tout un volet assistance, gestion de crise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec en gros des experts en cybersécurité qui vont en fait vous assister et accompagner les équipes informatiques pour pouvoir, 1, stopper l'attaque, 2, identifier la nature de l'attaque et 3, après, accompagner sur la partie restauration du système d'information. Ça, c'est le premier point et c'est un élément essentiel. Une fois qu'on a en parallèle, il y a bien évidemment tout le volet lié au RGPD avec une obligation de déclaration CNIL. Donc, il peut y avoir en fait tout un volet juridique avec un accompagnement tant sur la partie déclaration CNIL que sur la partie défense et gestion des réclamations par rapport à des éventuelles réclamations qui seraient portées par des tiers. Après, l'entreprise, en termes de dommages subis, ça va être tous les coûts liés aux frais de notification par rapport au RGPD, puisque je vous rappelle qu'en cas de violation des personnels, vous avez une obligation d'aller notifier individuellement à chaque personne la nature et l'ampleur de la violation des données qui concernent. Vous avez tout le volet perte d'exploitation et d'exploitation qui va être couvert par le contrat de cyberassurance. Vous aurez bien évidemment une problématique éventuellement de cyberfraude, donc perte pécuniaire liée à une intrusion, et toute la partie conseil en communication. Dernier point, et non négligeable, les éventuels dommages causés aux tiers. Et donc là, le contrat de cyberassurance va couvrir les dommages et intérêts suite à la réclamation d'un tiers et toute la partie frais de défense juridique. Ça, on est globalement sur les garanties que vous trouverez sur un contrat de cyberassurance. Après, quand on peut parler de cybercover, on va apporter un dernier volet sur la partie prévention, mais qui ne fait pas l'objet de cette présentation-là. Aurélia, je n'ai pas entendu ta question. Oui. Quel est le niveau de franchise? Le niveau de franchise va varier en fait en fonction à la fois des assureurs, en fonction de la qualité du risque, en fonction du profil de l'entreprise. C'est extrêmement varié. Il n'y a pas de réponse. Globalement, sur donner un petit peu des chiffres, sur des entreprises qui vont réaliser plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, on aura des franchises qui seront en dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Sur des PME qui font moins de 50 millions, on va être sur des franchises qui vont varier de 1 000 à 5 000 euros, voire 10 000 euros. Voilà. Ça varie en fonction des acteurs, en fonction du profil d'entreprise. Ce qui est certain et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus l'entreprise fera de la cybersécurité, plus elle investira, plus elle aura une bonne hygiène de sécurité informatique, plus le risque, en fait, bénéficiera de conditions tarifaires et de niveaux de garantie avec des niveaux de franchise plus basses. Très bien. Alors, on a quelques questions qu'on répondra en fin de webinaire. Merci pour la transition. Du coup, un contrat de cyberassurance, du coup, ça suffit à se protéger? Non. Alors, voilà, donc je vais compléter un petit peu les propos de Marc-Henri.
Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des points qui ne sont pas couverts, puisque Marc-Henri les a rappelés, hein, c'est ce que vous retrouverez en rouge. Hein. Moi, je vais réinsister sur le côté de l'impact, hein, parce que les spécialistes vont travailler la cyberassurance. Hein, Marc-Henri, tu me dis si je me trompe, vont bien travailler sur le rétablissement du système d'information. Je voudrais juste je te coupe Jean-Marc, mais oui. je vais te laisser reprendre sur la partie humaine, mais juste pour répondre très clairement à Aurélie à sa question. Non, un contrat de cyberassurance seul ne suffit pas. On ne transfère pas un risque sur un contrat de cyberassurance. D'accord? Il y a un partage du risque, il y a un risque résiduel, mais ce qui est important, c'est que la cybersécurité, c'est un élément essentiel, une composante essentielle d'une politique visant à mettre en place un contrat de cyberassurance. Après, sur la partie humaine, je repasse la parole à Jean-Marc, mais c'est très important de se dire, ne voyons pas dans un contrat de cyberassurance un moyen de s'affranchir d'investissement en cybersécurité. Oui, s'affranchir d'investissement en termes de cybersécurité, mais aussi de l'impact que va avoir l'intégralité d'une cyberattaque sur une organisation. Quand on parle d'une cyberattaque, on peut parler parfois d'un événement qui peut durer que quelques heures, mais c'est souvent plusieurs jours, plusieurs semaines et plusieurs mois pour certaines organisations, puisque le dysfonctionnement qui va être créé par cette cyberattaque va toucher de façon très opérationnelle une entreprise qui doit sortir des produits, qui a des clients qu'elle doit livrer, qui va toucher un hôpital qui doit assurer la prise en charge des patients avec des dysfonctionnements qui peuvent avoir des impacts sur la santé des personnes, notamment si on recule des hospitalisations, si on recule des interventions chirurgicales. Et moi, je reviens aussi sur les entreprises industrielles. Ça peut aussi vous faire perdre des marchés ou vous faire perdre la confiance d'un client. Donc, cette partie-là, il n'y a pas de contrat qui va vous assurer sur tout ce dysfonctionnement-là qui peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Et tous les traumatismes, oui. Je voudrais rapporter une anecdote qui date il y a à peine deux jours. 22h, mon téléphone sonne, un de mes assurés m'annonce qu'ils étaient en gestion de crise et ils étaient victimes en fait d'une cyberattaque. Donc on met en place une cellule de crise et la première chose que me disent les équipes informatiques qui étaient réunies, on parle d'une organisation qui était assez grosse, 80 millions d'euros à peu près en termes de taille de budget de fonctionnement, me disent mince, on sort d'un comité de pilotage il y a 2 jours, on avait dit qu'il fallait à tout prix qu'on se fasse, qu'on travaille, mais c'est véridique ce que je dis, qu'on travaille sur un exercice de gestion de crise parce qu'aujourd'hui, on ne s'était pas préparé. Bon. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et je vais te repasser la parole après Jean-Marc, mais c'est qu'un contrat de cyberassurance, on a des experts en cybersécurité qui vont intervenir, qui vont faire le forensique, qui vont faire l'analyse, qui vont aider à restaurer ces informations, mais toute la partie organisation interne de l'organisation, tant sur la partie humaine, process, communication, dysfonctionnement induit, quelles sont les conséquences du fait de couper Internet, etc. Toute cette partie-là, en fait, si elle n'est pas préparée, eh ben on va avoir un temps de rétablissement qui va être plus long, on va avoir des impacts qui vont être beaucoup plus lourds. Et c'est pour ça que historiquement, on a toujours travaillé main dans la main avec OK, parce que les exercices préparation et gestion de crise, c'est un élément essentiel dans la capacité qu'aura une organisation si elle est bien préparée, à redémarrer plus rapidement, même si elle est accompagnée par l'expert en cybersécurité et même si elle a un contrat de cyberassurance. Je te repasse la parole, Jean-Marc. Mais c'était il y a 2 jours. Donc je Oui, très bien. Et, tout à fait, tu as raison de parler de cette anecdote, surtout que moi, je reviens aussi, il y a l'exercice, mais aussi cette capacité à donner les moyens de gérer la crise qui va non pas concerner que le système d'information, mais aussi l'organisation dans sa globalité. Qu'il s'agisse d'une entreprise industrielle, il y a des produits à sortir, ou qu'il s'agisse d'un hôpital sur comment on prend en charge les patients, comment on limite les impacts sur la prise en charge de nos patients, si on parlait par exemple d'un hôpital. Donc, si on fait le lien, nous, éditeurs de solutions logicielles, c'est réellement de vous aider, que vous ayez une capacité à être préparé ou non, mais c'est réellement de vous aider à ce que les défenses suivent. Et les défenses, et je ne vais pas utiliser de terminologie technique pour en parler, mais moi je vais parler de 3 éléments qui sont importants dans la défense active, que sont la préparation quotidienne. Donc se préparer, c'est prévenir régulièrement et de façon continue, c'est partager de l'information et de l'alerte au sein d'une communauté.
Alors, quand je parle de communauté, c'est vous appartenez à une communauté géographique, vous appartenez à une communauté de métier. Donc, c'est important de se partager des informations sur on a subi des attaques ou voilà les pratiques qu'on a mis en place, nous, pour résister à ces attaques. C'est bien entendu des plans de réponse aux incidents majeurs, c'est comment le gérer sur un point de vue pas uniquement technique, mais aussi opérationnel. C'est-à-dire comment aujourd'hui on continue à assurer la sécurité de nos patients ou la sortie de nos produits et la sécurité de nos collaborateurs. C'est aussi toute la communication de crise qu'il va falloir mettre en place, sachant que vous avez aussi besoin d'avoir une réflexion sur l'outillage, parce que si votre système d'information dans sa globalité est touché, donc comment le faire, comment se préparer, comment gérer même la crise si votre système d'information il est touché. C'est pour ça que notre solution, elle est externe à votre système, elle n'est pas connectée à votre système d'information. Et nous, on va vous aider à pouvoir faire toutes les actions qui sont nécessaires de préparation ou de gestion de crise réelle. Et moi, j'insiste bien sur le dernier point qui est l'entraînement, comme le disait Marc-Henri. L'entraînement, c'est de pouvoir aussi opposer une défense organisée. Vous avez face à vous des attaquants qui, si vous opposez une résistance, passeront pas des jours et des semaines et des mois à essayer à tout prix de rentrer dans votre système. C'est des gens qui aussi ont des modèles économiques. Donc la défense organisée, c'est un moyen de faire fuir le cambrioleur, le voleur, l'attaquant, que de dire rapidement, quelle que soit l'heure ou la journée, on est capable d'opposer rapidement une défense organisée par rapport à un attaquant. Donc c'est pour ça que le point de vue qu'abordait Marc-Henri sur la préparation, comme aussi la capacité de rapidement mobiliser une organisation, puisque nous sommes une solution qui est capable de pouvoir mobiliser rapidement une organisation et lui permettre d'avoir cette défense organisée, qu'il s'agisse d'un vendredi soir, comme souvent certaines attaques se produisent, ou très tôt en matinée, ou à certains jours fériés ou pas, de pouvoir rapidement mobiliser son organisation. Merci Jean-Marc. Écoutez, justement, rentrons côté cyberassurance. Marc-Henri, quels sont d'après toi les prérequis? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas, alors les prérequis, je l'ai listé, mais je vois un petit peu ce qui passe sur le chat. Il n'y a pas de c'est pas possible aujourd'hui de vous communiquer des coûts estimatifs, sur un coût d'un contrat de cyberassurance, puisqu'en fait, on est à chaque fois sur du cas par cas, d'accord? Ce qui est important sur cette partie prérequis, c'est des prérequis que vous allez retrouver globalement un peu partout. Mais ce qui est important, c'est que c'est des choses qui sont récentes. Il y a 2 ans, on n'en parlait pas autant et que les cyberassureurs, clairement, ont pris conscience aujourd'hui que parce qu'eux-mêmes doivent faire face à une charge sinistre de plus en plus élevée, à une fréquence de cyberattaque de plus en plus élevée. Il convenait en fait aujourd'hui de ramener un niveau de cybergouvernance et de cybersécurité au sein des organismes. Donc globalement, on va procéder à une analyse, on va essayer de comprendre un petit peu par rapport à la gouvernance, ce qui est politique de mot de passe, voilà, choses assez simples, classiques. On va après techniquement, aussi bien nous, courtiers en cyberassurance spécialisés, que les compagnies, s'appuyer sur des outils de security rating pour pouvoir avoir un scoring de votre organisation. Donc là, moi, j'invite toutes les personnes à avoir un niveau d'information sur quel est le score, votre security rating de votre organisation, parce que c'est votre carte de visite, c'est votre carte d'identité. Et donc, parfois, il y a effectivement des problématiques de scores qui sont biaisés par des problématiques d'adresse IP qui ne vous appartiennent pas ou autres. Il faut faire le travail de nettoyer votre carte. C'est important parce que les assureurs s'appuient aussi là-dessus. C'est une des composantes dans dans l'élaboration, on va dire, d'un tarif. On va regarder notamment cette partie-là, tout ce qui est politique par rapport à tout ce qui est mise à jour CVE. Dès qu'il y a des vulnérabilités dites critiques qui ne sont pas patchées depuis plus de 30 jours, globalement, c'est des indices qui montrent que quelque part la gouvernance n'est pas optimale. Après, en termes de prérequis, ça va dépendre de la taille de l'organisation, du secteur d'activité, de la compagnie d'assurance, ces choses variées. Mais globalement, heu, dans vos plans, à court terme, il faut aujourd'hui déployer l'authentification multifacteur, aussi bien sur les comptes administrateurs que sur tout ce qui est accès distant. C'est un élément essentiel. Les assureurs aujourd'hui, tous sont pratiquement unanimes pour, l'imposer et en faire un prérequis obligatoire. Pourquoi? Parce qu'elles analysent leurs statistiques sinistres et qu'elles se rendent compte aujourd'hui que par rapport à tout ce qui est facteur de risque aujourd'hui, les vols de credentials, donc tout ce qui est login, mot de passe aujourd'hui, ça représente plus de 20% aujourd'hui des causes d'intrusion dans les systèmes d'information. Donc le fait de déployer le MFA va permettre aujourd'hui de réduire ces expositions.
au-delà de certaines tailles d'entreprise, donc là, on va parler en fonction des compagnies entre 100 et 250 millions, on va demander à ce qu'il y ait en place un déploiement d'un EDR managé au sein d'un SOC, XDR. La notion de sauvegarde déconnectée et testée, ça, c'est quelque chose, ça fait partie de bonne hygiène de la gouvernance sécurité informatique. Et là, on est sur, même une TPE doit aujourd'hui veiller à avoir une sauvegarde déconnectée et testée. Dès qu'on est sur des systèmes obsolètes, dès qu'on est sur des systèmes d'information assez importants, la notion de cloisonnement réseau est un élément important pour un assureur parce que quelque part, s'il y a du cloisonnement, ça veut dire qu'en cas d'impact, on va cloisonner l'impact sinistre et on n'a pas tout le système Mmh. d'information qui risque d'être attaqué. Ça, c'est sur la partie purement technique. Après, sur la partie humain, et bah, de Euh, plus en plus maintenant, la notion de préparation, exercice, gestion de crise, c'est un élément important. Je crois qu'il y a des personnes d'AXA qui nous écoutent. AXA, le met en place et le recommande, voire l'impose dans les prérequis au-delà d'une certaine taille. Et la notion de sensibilisation des collaborateurs, couplée ou pas au, déploiement de fausses campagnes de phishing pour pouvoir, on va dire, mesurer le niveau de sensibilisation, des collaborateurs, sont des éléments aujourd'hui qui font partie des prérequis aujourd'hui, quelles que soient les tailles d'organisation. Voilà globalement les principaux prérequis à ce jour. Merci Marc-Henri. Donc effectivement, je pense que c'est assez clair que ce soit la préparation, l'entraînement, l'outillage pour la gestion de crise est essentiel et c'est c'est étroitement lié au sujet de cyberassurance. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous nous recommanderiez, que vous recommanderiez plutôt à nos auditeurs aujourd'hui, voilà, certaines bonnes pratiques pour la suite. Alors, je vais me permettre d'avancer un petit peu sur cette notion de défense active, hein, qu'a abordé déjà Marc-Henri. Quand on parle d'exercice ou de campagne de phishing, cette défense active, elle est importante. Parce que c'est un moyen aujourd'hui de développer ces compétences nécessaires en interne pour prendre les décisions le plus éclairées possible, hein, face à un événement. Alors, sensibiliser les collaborateurs, ça vous permet aussi d'avoir un vecteur d'alerte, hein, parce que les systèmes que vous allez pouvoir mettre en place ne vont pas pouvoir détecter tous les types d'attaques, hein. Il y a des types d'attaques qui ne sont pas détectables aujourd'hui, hein. Donc, l'idée, c'est de pouvoir réellement embarquer, en quelque sorte, engager vos collaborateurs à travers ces campagnes de phishing. Et le deuxième point, cet exercice en particulier, ou même ces outils qui vont vous permettre de faire ça. Alors déjà, c'est pour ça que nous travaillons de façon très étroite avec les assurances, et c'est pour ça que Marc-Henri le précise aussi, c'est nous donner la possibilité de faire réellement cette préparation et cette amélioration de vos plans d'incident. C'est-à-dire que notre outil aujourd'hui, il est en mode SaaS privatif sur les environnements sécurisés que j'ai abordés, hein, qui va vous permettre, quels que soient les modes de travail que vous utilisez, parce que on peut avoir des collaborateurs qui sont au sein de l'organisation ou même être à distance, en télétravail, mais on va pouvoir quand même faire de la préparation. Cette préparation, elle est aujourd'hui, on arrive à faire des préparations qui sont beaucoup plus régulières dans le temps, puisque notre solution permet de faire un exercice d'1 heure, voire 2 heures ou 3 heures, mais plus régulièrement dans le temps que faire un exercice de 4 heures une fois par an, hein, qui ne répondra même pas aux attentes aussi que souhaitent avoir aussi les assureurs sur ce domaine. C'est-à-dire, ce qu'on demande, c'est aussi une capacité à faire réellement un exercice et d'avoir développé des réflexes et de pouvoir améliorer son dispositif. C'est ce que l'on va faire, nous, à travers notre solution. Comme je le précisais aussi, notre solution est utilisable en situation réelle, ce qui va permettre d'avoir un système, même si votre système est totalement disponible en termes de système d'information, y compris visioconférence, hein, puisqu'on pourra avoir votre système AD, s'il est touché, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre système Teams, hein, ou même votre messagerie. C'est les éléments que l'on a pensés dans notre solution de façon à vous permettre d'avoir cette solution qui soit externalisée. Et enfin, Marc-Henri l'a rappelé tout à l'heure, la nécessité aussi d'y associer toutes les bonnes compétences. Moi, j'invite aussi fortement, quand vous êtes attaqué, de rapidement aussi impliquer votre cyberassureur. Et ce que lui va avoir besoin aussi, c'est de la visibilité sur les actions que vous avez entreprises, les constats que vous avez produits. Et ça, rien de mieux que d'avoir une solution qui va vous permettre de tracer les actions entreprises et de pouvoir savoir à quel moment vous avez détecté l'attaque, quelles sont les premières actions que vous avez entreprises, de façon à pouvoir apporter la bonne contribution en tant que cyberassureur ou en tant que cyberassureur pour toutes les personnes et les bonnes compétences que
que le cyberassureur va pouvoir impliquer pour vous faire, pour faire du forensique, pour faire de la communication, ou pour faire d'autres types d'actions, notamment de remédiation, comme Marc-Henri le précisait. Donc, ces bonnes pratiques, j'ai envie de dire aujourd'hui, oui, aujourd'hui, il faut développer cette défense active à travers les solutions qui ont été abordées, aussi bien aussi à travers la pratique d'exercice pour réellement tester et pour aussi créer de bien permettre aux acteurs dans l'entreprise de bien connaître leur rôle et leurs responsabilités. C'est ça qui est important. J'allais dire, aujourd'hui, cette défense, elle passe par la capacité à réellement développer votre capacité de défense et donc de bien faire comprendre quelles vont être les contributions des différents acteurs, qu'ils soient les acteurs IT, mais les acteurs aussi métiers ou décisionnaires, hein, de façon à ce que derrière tout cela soit impliqué. Et de pouvoir aussi, j'allais dire, cette défense active, vous allez la développer à travers cette capacité à prendre, cette fois-ci, des décisions éclairées. Parce que la difficulté, quand vous subissez un événement, c'est de pouvoir prendre des décisions éclairées en immobilisant le maximum de personnes et de compétences nécessaires. Et c'est pour ça que l'idée, c'est aussi de vous faire gagner du temps sur les bonnes décisions qui seront prises et aussi de pouvoir opposer cette résistance face à quelqu'un qui tenterait de gagner la même mise sur votre système d'information dans sa globalité et de vous soumettre en vous obligeant à payer une rançon en quelque sorte. Merci, merci Jean-Marc, merci Marc-Henri d'être intervenu sur ce sujet de cyberassurance. On va passer aux questions-réponses. Je vous mets à nouveau le lien Typeform pour notre objectif, c'est globalement de vous proposer aussi du contenu à valeur ajoutée. En général, les fonctions DSI, RSSI aussi ou juristes courent après le temps. Donc l'idée, c'est aussi de nous aider à vous proposer des contenus qui pourraient vous intéresser au fil de l'eau. J'ai déjà une petite question que je voyais avec quel est le calcul du coût estimatif d'une police d'assurance cyber. Alors Valérie nous effectivement commençait à répondre à la question que c'est un calcul issu des réponses données à un questionnaire qui est assez long. Marc-Henri, comment est-ce que tu peux compléter cette réponse du calcul du coût estimatif calcul du ROI. Si on parle d'un ROI, on va dire côté... alors, juste pour donner des chiffres sur le marché de la cyberassurance, il y a plus de je crois 85% des grandes entreprises qui sont assurées. Il y a un peu moins de 10% des ETI qui sont assurées et il y a aujourd'hui moins de 1%. Les grandes entreprises, elles ont compris l'intérêt de mettre en place un contrat de cyberassurance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bénéfice, après tout dépend de la taille de l'organisation, mais le bénéfice de mettre en place un contrat de cyberassurance, c'est déjà de bénéficier d'experts en cybersécurité qui vous permettent de stopper une attaque et d'y répondre. Ça, c'est le premier point. Et pour les équipes informatiques, de ne pas se retrouver seules à devoir gérer cette attaque, mais d'être accompagnés par des experts et qui sont en général les meilleurs experts. Et toutes les compagnies d'assurance ont mis en place ce volet. Sur la partie ROI, il faut se dire simplement, pour donner un chiffre, sur une PME qui fait 5 millions, moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour avoir un niveau de couverture d'1 million d'euros, d'accord, ce qui est déjà un montant élevé, avec une franchise qui va être de l'ordre de, je sais pas, 2 000 euros à peu près, on est sur des primes d'assurance qui vont être autour de 2 000 euros par an, d'accord. Donc, le ROI, 2 000 euros payés pour avoir une couverture jusqu'à 1 million d'euros, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise n'est pas couverte, notamment sur la partie indépendante de la partie dommages causés, d'accord, enfin sur la partie dommages subis, n'est pas couverte sur tous les préjudices qu'elle pourrait causer à des tiers consécutivement à l'atteinte de système d'information. Et c'est très compliqué aujourd'hui, quand on est sur les systèmes interconnectés, d'essayer d'estimer quel va être l'impact potentiel des pertes pécuniaires que je pourrais causer à une entreprise tiers qui travaille avec moi. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que faut plutôt se dire aujourd'hui, c'est le premier risque aujourd'hui pour l'organisation, et que par rapport à cela, il y a une solution qui est la cyberassurance, qui reste globalement accessible en termes de coûts et qui va permettre de bénéficier de la réponse à incident et ce rôle d'amortisseur sur les pertes financières causées par la cyberattaque. C'est vrai qu'on a pas mal appuyé sur le côté ROI. Quel est je ne sais pas si tu l'as évoqué, quel est le coût d'une police en tant que telle? Ça varie complètement. Ça va varier en fonction d'un profil d'entreprise, la taille, du secteur d'activité, de la gouvernance. Ce qui est certain, c'est que plus l'entreprise a un bon profil, auprès du même assureur sur les mêmes niveaux de garantie, la prime peut varier du simple au double en fonction en fait de la qualité du risque. C'est ça qui est important. Il faut comprendre. Et donc, ce qui est important, c'est de se dire aujourd'hui, c'est votre premier risque.
investissez en cybersécurité, préparez-vous à l'idée qu'un jour vous serez cyberattaqué et pensez cyberassurance parce que la cyberassurance va vous aider sur la partie financière, vous aider sur la partie accompagnement au niveau de la réponse. C'est ça qu'il faut retenir. Et quand vous Oui. assurez aujourd'hui votre entreprise contre les incendies, la problématique du REORI, de payer chaque année une couverture contre les incendies avec une probabilité qui est faible, la probabilité aujourd'hui est malheureusement beaucoup plus forte d'être victime d'une cyberattaque, d'une attaque par ransomware, que d'être victime d'un incendie. Quand votre incendie, vous avez mis Mmh. en place tout le plan de prévention adéquat. Mmh. On est toujours dans cette ratio entre l'aléa et la charge. Ce que je peux simplement vous dire, sur le marché de la cyberassurance, donc on est sur un marché qui progresse de 40% et par an. Et on est à peu près sur aujourd'hui à peu près un marché qui a 200 millions d'euros de primes, d'accord, c'est à peu près le niveau. Savoir qu'en 2020, on était sur un marché qui était plus faible, donc autour de. Mais en gros, il fallait comprendre, c'est que ce qu'on appelle le ratio sinistre à prime, c'est-à-dire que les compagnies d'assurance payaient à hauteur de 167 quand elles encaissaient 100 en prime. Donc aujourd'hui, les assureurs, en fait, sont déficitaires sur cette problématique, enfin, étaient déficitaires sur la problématique cyberassurance. Parce que c'est un risque encore qui est difficile à appréhender, qui est protéiforme, qui évolue régulièrement. Et en face de ça, les assureurs et les actuaires ont encore peu de données. Et effectivement, on peut aussi avoir des assureurs qui refusent de vous assurer. Mais ce n'était pas. Juste un point aussi, parce que oui, si tu permets aussi, Aurélia, moi je veux juste parler d'un point, parce qu'on a parlé d'actualité aujourd'hui, on se focalise sur le paiement des rançons. Mais quand on regarde bien, et ça Marc-Henri peut le justifier, enfin le préciser aussi, hein, c'est que partout dans le monde aujourd'hui, on commence à voir arriver des réglementations spécifiques sur la cybersécurité. Il y a déjà des réflexions au niveau européen sur des réglementations qui vont arriver sur le domaine de la cybersécurité. Il y en a dans d'autres pays qui sont en train d'arriver. Tous les éléments fondamentaux que Marc-Henri a abordés ou que moi-même avons abordés, ces points-là sont aussi importants. Quelles que soient les réglementations qui vont arriver, vous serez à même de. On va vous demander si vos procédures, si vous avez mis en place des solutions, si vos procédures sont à la hauteur, si vous êtes en capacité de signaler, si vous êtes en capacité d'avoir une nomenclature logicielle qui est détaillée et à jour. Donc, tous les éléments fondamentaux que va vous demander l'assurance, c'est aussi une façon de se préparer à toutes ces réglementations qu'elles soient européennes, françaises ou même internationales, puisque certains d'entre vous travaillez aussi à un niveau international. C'est un bon moyen aussi de répondre à ces réglementations, parce que ces réglementations seront de plus en plus contraignantes sur le domaine de la cybersécurité. Alors, je vois une question passer là de Valérie sur la problématique de certains assureurs qui pourraient effectivement refuser de vous assurer. C'est effectivement tout le sens d'un courtier spécialisé, c'est effectivement d'avoir une connaissance de choses. Si vous n'êtes pas aujourd'hui éligible, parce qu'aujourd'hui les prérequis ne sont pas atteints, c'est de vous expliquer en fait qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir demain trouver un assureur. Et par rapport au nombre important qu'il y a d'assureurs et d'offres sur le marché, d'être en mesure en fait parfois, sans forcément, on va dire, remettre une couche supplémentaire de cybersécurité, trouver une solution. Donc effectivement, c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'on est spécialisé. Et c'est vrai aussi que il y a un travail à faire côté assureur peut-être sur une harmonisation au niveau des terminologies, pour avoir plus de lisibilité au niveau des contrats. Et effectivement, ça, la Fédération française d'assurance a pris le sujet en main. Tous les assureurs ne sont pas encore tous autour de la table pour pouvoir harmoniser tout ça. Et c'est le rôle après d'un courtier qui connaît que de vous conseiller, de vous expliquer les différences d'un contrat à un autre. Voilà. Mais globalement, on arrive aujourd'hui à trouver des assurances pratiquement tout type d'entreprise. Côté timing, combien de temps ça prend à peu près? Pour Combien de temps faut compter pour le remboursement? À partir du moment où il y a un accord, alors il y a 2 choses. Il y a tout le volet en général de réponse à incident, ce qu'on appelle la partie gestion de crise, donc pendant les 3 premiers jours, 2 premiers jours, ça dépend, mais tout ça en général est pris en charge directement par l'assureur, donc c'est pas facturé au client. Après sur la partie, coût de prise en charge, à partir du moment où il y a eu un accord sur, en gros les devis, les honoraires et cetera, et que la prestation a été réalisée, on est sur en gros un délai moyen de règlement, qui va varier entre 10 à 15 jours maximum, globalement, c'est ce qu'on constate.
D'accord. Après, ce qui peut être plus compliqué sur la partie perte d'exploitation, ça va être effectivement sur l'appréciation exacte de quel va être l'impact en termes de perte de marge brute de la cyberattaque. Et donc là, il y a effectivement toujours, on va dire, des échanges entre assureurs et l'organisation par rapport à cette partie-là. Mais ça va assez vite. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on a fait après un peu le tour. Donc, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas. Et sinon, on va pouvoir vous libérer et vous envoyer à la demande. Voilà, si vous souhaitez avoir le replay, on vous le fera parvenir. Voilà. Merci à toutes et à tous. Et merci encore. Merci. Merci Aurélien, merci Marc-Henri, merci tous les participants. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.